de la région parisienne. Avant de rentrer, on nous prévient. Vraiment par rapport à la population derrière, etc. Travailler avec l'ouverture, tout ça. Alors, un comité de riverains qui pose des questions, qui vient. À notre grande surprise, nous découvrons un hangar banalisé, sans aucune plaque à l'entrée. Apparemment, l'entreprise tient à rester incognito. Vous connaissez C'est bon, on nous a ouvert, merci. À l'intérieur, nous pénétrons dans une sorte d'entrepôt. Et visiblement, je ne suis pas la bienvenue. On peut laisser les affaires ici. Alors, enceinte pour Mercure, avec interdiction de fin de l'enceinte. D'accord. Ouais. Et première réglementation, je ne peux pas. Non, mais D'accord. Et là, du coup, en fait, vous n'avez pas de femmes qui travaillent là-bas? Si, Si. mais elles sont pas enceintes. Et si elles vous annoncent au bout de 2 mois, par exemple, qu'elles sont enceintes, ça pose un problème ou pas ça, Moi, je m'arrange d'embaucher des gens qui ont passé l'âge. Ouais. Voilà, je vous suis. On évite d'embaucher des femmes en âge de procréer et on préfère cacher aux riverains l'activité réelle de l'usine. Tout cela ne semble pas très rassurant. À aucun moment, le caméraman ne peut voir le mercure. Il filme les capsules d'amalgame une fois terminées et n'obtient pas d'informations sur leur toxicité. Nous parvenons finalement à nous procurer les fiches de sécurité établies par les fabricants d'amalgame. Et le produit semble bien loin d'être inoffensif. Mortel par inhalation, peut nuire au fœtus, très toxique, risque pendant la grossesse. D'ailleurs, en 2011, un rapport d'experts du Conseil de l'Europe déconseille la pose d'amalgame dentaire, particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants. Ce principe de précaution est-il suivi par les dentistes français? Nous faisons une demande de tournage dans un centre dentaire pour enfants à Paris pour assister à une pose d'amalgame. Mais à notre arrivée, curieusement, le programme a changé. Du coup, là, aujourd'hui, il n'y a pas d'amalgame qui va être posé là cet après-midi. Ben, c'est compliqué parce que c'est vraiment un sujet de polémique quand même, l'amalgame. Enfin là, vous vous attaquez à quelque chose... En plus, c'est vraiment au niveau de l'OMS, chez la femme enceinte, chez l'enfant de moins de 6 ans, c'est non, pas d'amalgame. Donc, Là, quand on vous en posez, par exemple, c'est dans quel cas? ça peut arriver chez des enfants polycarieux, dans des situations... Là, ça vous ennuie de l'expliquer? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Et l'équipe soignante semble très mal à l'aise sur le sujet. Visiblement, malgré ce principe de précaution, ils en posent à certains enfants, mais ne souhaitent pas le montrer. Ce manque de transparence est-il propre à la France? Que se passe-t-il chez nos voisins? De l'autre côté du Rhin, à quelques kilomètres de la frontière française, le docteur Schlar a accepté de nous recevoir. Ce matin, un patient vient pour une carie. Mais ici, contrairement à la France, avant de débuter les soins, on commence d'abord par un entretien. La semaine dernière, vous aviez décidé de poser un composite. Avez-vous changé d'avis depuis notre rendez-vous? La loi allemande oblige en effet le dentiste à informer le patient des avantages et des dangers des matériaux utilisés. Après un délai de réflexion d'1 semaine, ce patient confirme son choix pour un composite. Voici le formulaire. Là, c'est le matériau que nous avions choisi avec ses caractéristiques et voici le prix. Si vous êtes toujours d'accord, il faut signer le papier. Même pour un acte en apparence anodin, le patient doit donner son accord par écrit. Les soins peuvent enfin commencer. J'ai nettoyé et j'ai enlevé la carie. Maintenant, on va poser le composite en plusieurs couches. Et il n'a pas de mercure dans ces matériaux. Et ça, c'est le grand avantage. Comme la plupart de ses confrères, le docteur Schlar a décidé d'arrêter de poser des amalgames depuis plus de 10 ans. Tschüss, mach's gut. Und Vous, aujourd'hui, vous pensez que c'est dangereux de poser des amalgames? ben, je pense pas seulement aujourd'hui, je pense ça depuis plus de 10 ans que c'est dangereux, puisqu'on pense que
on sait qu'il y a de mercure dedans et que ça passe dans le corps et ça peut s'installer dans des organes du corps. C'est quand même une petite pollution. Suite à de nombreuses plaintes de malades, les autorités allemandes obligent les dentistes à mettre en garde leurs patients. Les dentistes doivent avertir leurs patients du risque présenté par les amalgames. Le dentiste qui omet ou minimise cette obligation d'information s'expose à en subir les conséquences légales. Mais en France, environ un quart des caries seraient encore soignées par amalgame. Pourquoi les dentistes font-ils ce choix? Nous prenons rendez-vous avec Christian Cousinou, qui dirige l'ordre des chirurgiens dentistes. C'est un fervent défenseur de ce matériau. Le mercure, il est toxique pour ça. Effectivement, le mercure est toxique. Dans les amalgames, il y a entre 45 et 50% de mercure, mais il est lié à l'argent. Donc, il y a très peu de libération du mercure. Si vous avez par exemple 5 plombages en bouche, vous allez avoir un dégagement de quel ordre? Je ne sais pas, madame, mais moi, je vais vous dire personnellement, j'ai une dizaine d'amalgames en bouche depuis l'âge de jeune, une dizaine d'années. Et vous voyez, j'ai 71 ans, j'ai manipulé de l'amalgame toute ma vie, puisque ça fait 46 ans que j'exerce. Et bon, je crois que je suis quand même en bonne santé. Hein. Selon l'ordre des dentistes, le mercure dégagerait donc très peu de vapeur toxique dans la bouche des patients. Est-ce vraiment le cas? Pour le vérifier, nous nous rendons à Orléans dans un cabinet dentaire. On va se mettre là exceptionnellement parce que le fil est trop court. Le docteur Isabelle a accepté de participer à une expérience. Elle a demandé à quelques-uns de ses patients ayant des amalgames de venir à son cabinet. 6. C'est ça. Donc on en a 6. Ils ne sont pas très gros chez nous. Les patients s'appellent Philippe, Kevin, Romuald, Guillemette et Françoise. Et ils ont tous entre 4 et 14 amalgames en bouche. À l'aide d'un détecteur de vapeur de mercure, pour chacun d'entre eux, nous allons mesurer le taux de mercure qui émane de leurs amalgames. Les mesures commencent avec Philippe, 4 amalgames en bouche. La première mesure donne 7 microgrammes de mercure par mètre cube. Contrairement à ce que dit l'ordre des dentistes, les amalgames dégagent donc du mercure en continu dans la bouche des patients. Ça vous étonne ou pas, ça, vous saviez Non, je ne savais pas. Je ne savais pas d'ailleurs que j'avais autant de mercure dans la bouche. Du mercure en très grande quantité. En effet, le seuil maximal autorisé par les autorités sanitaires dans l'air ambiant est de 1 microgramme par mètre cube seulement. Avec Philippe, nous sommes donc à 7 fois la norme. Mais il y a plus grave. Nous demandons à Philippe de mâcher un chewing-gum. Au bout de 3 minutes, les émanations de mercure montent à 47 microgrammes par mètre cube. Lors de la mastication, les amalgames chauffent et dégagent des taux très inquiétants de mercure. Pour le docteur Isabelle, ces chiffres ne sont pas une surprise. Pourtant, le discours officiel se veut très rassurant. Le postulat classique, c'est les amalgames dentaires, une fois qu'ils sont en bouche, ils sont stables et ça ne bouge pas. Voilà, il faut que... Et là, on se rend compte avec ce type d'examen que c'est pas tout à fait vrai. Nous reproduisons l'expérience avec les patients suivants et les taux de mercure sont tout aussi inquiétants. Kevin mesure à vide 12 microgrammes par mètre cube. Après mastication, 80. Romuald mesure à vide 7 microgrammes. Après mastication, 67. Guillemette mesure à vide 8 microgrammes. Après mastication, 48. Et Françoise mesure à vide 60 microgrammes. Après mastication, 90. Même sans mastication, Françoise détient le record, 60 microgrammes de mercure par mètre cube. Un taux qui préoccupe le docteur Isabelle et sa patiente.